Bienvenue sur ce 20e épisode de Virage Prépa, la première prépa complémentaire en ligne aujourd'hui et également donc le média des grandes écoles de commerce et également des CPGE. Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Evan qui est un étudiant donc de l'ESCP qui a tout juste 18 ans. Du coup Evan, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots rapidement? Ok, bonjour, moi c'est Evan. Merci Valentin pour l'invitation. Donc, comme il l'a bien rappelé, j'ai 18 ans parce que j'ai sauté 2 classes. Et Ok. donc, à la rentrée, j'ai intégré ESCP Business School après 2 ans de classe prépa que j'ai suivi dans un lycée de province à Troyes. Donc, la prépa de Marie de Champagne, et j'ai passé 2 bonnes années là-bas. Ok, super. Du coup, donc déjà, tu as 18 ans, tu as sauté de classe. C'était quelles années que tu as sauté? Alors, moi, c'est des classes de primaire, donc j'ai sauté la grande section. Vraiment, je suis arrivé à la rentrée 2, 3 jours plus tard, je passe en CP, donc c'était cool. Et après, une classe, c'était CM1. Donc, je passais du CM1 au CM2 en cours d'année. Ok, bon ben super. Donc 18 ans, intégration en master, enfin un L3 PGE à l'ESCP, après 2 ans de prépa. Qu'est-ce qui fait que tu as fait une prépa au tout départ? Alors, au départ, pour être totalement honnête avec toi, j'ai entendu parler de la prépa assez tard. Au début de, ça devait être ouais, au début de la phase des vœux sur Parcoursup. Et je savais que je voulais faire quelque chose en rapport avec le commerce, tout ça. Mais c'est vraiment au dernier moment que j'ai appris un peu ce que c'était la prépa. Donc j'ai fait les journées d'intégration, d'immersion au sein de ce qu'allait être ma Mhm. future prépa. Donc au départ c'était un petit forum et ensuite c'était vraiment une journée, une matinée dans une salle de cours. Et franchement l'ambiance m'a paru plutôt cool et donc c'est pour ça que j'ai choisi Marie de Champagne. Ok. Quand tu es arrivé dans cette prépa, enfin quand tu es arrivé le jour de l'immersion, est-ce que tu aurais pu imaginer un jour que tu allais intégrer un top 3, c'est quelque chose qui n'est pas arrivé depuis quelques années, comme tu m'as dit? Mm. Et à ce moment-là, j'avais vraiment pas d'idée concrète de ce qui était une bonne école, entre guillemets. Mm. Et donc, quand on connaît pas les écoles de commerce, on a direct HEC en tête, mais c'est tout. Et franchement, j'avais pas d'objectif concret. Et je me suis laissé, on va dire, les 2 ans de la prépa pour un peu affiner mes projets et différentes écoles que je visais. Ok. Donc au lycée, tu étais dans un lycée classique, normal, Mm. de province? C'est ça, c'était juste un lycée privé, mais sinon classique, hein. Franchement, bon lycée à 3, mais sinon classique, vraiment. Ok. Du coup, tu as réussi à décrocher ta place dans ton lycée, donc à Paris-de-Champagne. Qu'est-ce qui fait que... Comment tu as réussi, toi, à intégrer une prépa, même si c'était une prépa, bon, voilà, de province, on va dire. Euh, comment tu travaillais au lycée, comment tu t'organisais, etc. Au lycée, je pense que en vrai, on n'avait pas vraiment de méthode, c'était plutôt, enfin, pas très bien organisé. Je pense comme beaucoup d'étudiants en prépa, on a, on va dire, des facilités qui nous permettent de réussir sans trop travailler jusqu'en terminale. Ok. Et une fois que tu es en prépa, là, tu n'as pas le choix, tu dois trouver une méthode et te mettre à travailler. Donc, comment Ouais. j'ai fait pour intégrer la prépa, je pense un petit peu de travail, ça restait régulier, mais franchement, c'était Hmm. rien comparé à ce qui nous attendait en prépa. Ouais, forcément. Après, tout dépend aussi des prépas que tu intègres. C'est ça. Au plus tu travailles au lycée, au plus d'ailleurs tu as des chances d'intégrer une bonne prépa. Donc, pour tous ceux qui veulent intégrer une très grande prépa, forcément que c'est mieux de leur conseiller de travailler dès le lycée pour Donc, avoir c'est ça. vraiment le meilleur dossier. Donc, toi, tu étais en maths appliquées ESH, c'est ça, Mhm. en prépa. Euh, Comment s'est passé les premiers jours en prépa après le lycée? Et déjà, il faut savoir que j'avais pas fait de spécialité maths en terminale, c'était juste l'option. Et ça me faisait un petit peu peur parce que ceux qui avaient l'aspect avaient littéralement 2 fois plus d'heures que moi. Mhm. Et donc, j'avais une petite appréhension par rapport aux maths. Mais finalement, les profs nous ont vraiment mis à l'aise, on reprenait par les bases. Et je pense que, enfin, je sais pas trop si c'est le cas dans les autres prépas, mais repartir par vraiment les bases. Il y en a même dans ma classe qui n'avaient pas fait de maths du tout. Et donc, franchement, les profs nous ont mis à l'aise, on va dire, et c'est monté crescendo pendant le mois de septembre. Mhm. Voilà. Ok. Donc, même s'il y en a parmi d'entre vous qui n'ont pas fait de maths au lycée,
Dites-vous voilà, que c'est pas peine perdue et que vous pouvez rattraper tout ça. En général, on dit que quand on arrive en prépa, on repart à zéro. Est-ce que tu es d'accord sur ça ou pas? Franchement, oui. En vrai, parce que quand on voit déjà les gros polycopiés qu'on nous donne, c'est juste ça, c'est différent par rapport à ce qu'on avait au lycée. Et puis, en termes de méthode, bah, je partais de rien en sortant du lycée. Et on a dû se mettre à trouver différentes méthodes pour justement mieux appréhender la prépa, tout ça. Et notamment les matières genre éco ou philo. Là, tu es obligé de ficher, par exemple. Du coup, oui, tu as fait spécialité SES au lycée. C'est bien ça. Comment tu travailles la SES au lycée? Au lycée, bah, franchement, faut rechercher dans les souvenirs, mais honnêtement, c'était quand même déjà pas mal d'apprentissage et pas mal de par cœur. Donc, pour revenir à l'SES, en vrai, c'était relecture et je faisais des débuts de fiches qui n'avaient rien à voir avec celles que je faisais en prépa. Mais déjà, petit fichage des fois quand c'était nécessaire et que ça voulait pas rentrer juste en relisant, quoi. Ok, super. Et du coup, maintenant plutôt par rapport à la prépa, donc t'es arrivé les premiers jours, voilà, comme tu as dit, forcément la différence elle est visible directement par rapport au lycée donc. Comment se sont passés les premiers mois, on va dire, de première année qui sont pour nous en tant que virage prépa les mois les plus importants en prépa parce que c'est là où tu découvres la prépa, c'est là où tu t'adaptes un peu, où tu vois la différence et tu dois rapidement quand même rentrer dans le bain de la prépa. Sinon, tu accumules du retard et après, c'est très compliqué. Donc toi, comment tu as vécu ces premiers mois en prépa? Moi, je pense que j'ai vraiment eu un choc avec les langues notamment, parce que j'arrivais du lycée, j'avais 19-20 de moyenne en langue et je me disais que ça faisait le taf, alors qu'en réalité, pas du tout. En fait, il y a vraiment un écart entre le lycée et la prépa. Et vraiment, juste les langues, alors qu'on voit ça comme une matière secondaire, ça m'a un peu perturbé, honnêtement. Et aussi les maths. Donc, on arrive premier DS, je pense, je fais un peu plus de la moitié du sujet. Je pensais que j'avais totalement raté, et finalement, ça s'est plutôt bien passé. Donc, ouais, au niveau des maths, vraiment, c'est très rare pendant mes 2 ans de prépa que j'ai fini un devoir. Ouais. Donc ça, c'était un petit choc, entre guillemets. C'est quoi les notes que tu as obtenues au début de ta prépa à peu près? Au début de ma prépa, bah, franchement, c'était plutôt pas mal. Je crois que j'ai dû commencer par un 14-15 en maths, avec ce DS que j'ai fait avec un peu plus de la moitié. Et non, c'était des notes qui étaient assez correctes. Donc entre 10 et 13-14 dans l'ensemble des matières. Je pense. Ok. Donc tu as quand même plutôt eu un très bon début Un bon début de prépa, ouais. Ça par va. rapport à d'autres personnes qui démarrent et qui prennent des mauvaises notes en général en prépa au départ. Là, vous voyez que pas forcément au final. Ok, donc premier DS ça se passe bien. Pareil pour la SES du coup. Surtout les langues où tu vois une grosse différence, comme tu as dit. C'est beaucoup les langues et philosophie. Enfin, le degré de précision qu'on nous demande, c'est quelque chose, honnêtement. Et puis, ouais, là, c'était peut-être là où j'ai pas très bien commencé. J'ai dû avoir 9-10 premier DS, Ok. donc pas exceptionnel. Ok, et donc par rapport aux maths, parce que bon, c'est quand même une des matières les plus importantes en prépa, avec le plus gros coefficient, donc toi, maths appliquées. Comment tu travailles les maths en prépa durant les premiers mois, étant donné que les chapitres vont quand même très vite, les notions à aborder aussi, et à acquérir surtout. Comment t'as fait par rapport à ça? Je pense déjà quelque chose dont je me suis rendu compte un peu trop tard. C'était, disons, fin de première année, début deuxième année. Mais vraiment, le conseil que j'aurais à donner, ça serait de ficher son cours. Parce que De mathématiques? De mathématiques, c'est ça. Parce que c'est vraiment la base de tous tes raisonnements. Et tu peux même ficher des exercices. Parce que souvent, dans les sujets, tu vas voir que ça va être les mêmes questions qui vont être répétées. Et aller vite sur ce type de questions, ça te fait gagner du temps le jour J. Ok. Comment tu fichais tes cours de mathématiques? En général, les étudiants, ils prennent un carnet, par exemple, ils mettent toutes les formules à connaître, toutes les erreurs qu'ils ont déjà faites auparavant dans leur DS ou même en colle. Donc ça, en soi,
l'importance est présente. Mais après, fichier, comment tu... Bah, j'ai fait pareil, le carnet d'erreurs que Ah, ok. beaucoup ont fait. Et puis les différentes formules et démonstrations qu'on te demande de connaître et Ok. qui sont réutilisées. Donc celles-là, faut les connaître. Ok. Et concernant la partie exercice, en vrai, il faut refaire le soir même tout ce que tu as fait en classe et ce que tu as à faire. Et Comment tu faisais par rapport à ça? Imaginons, tu avais cours le matin en maths, 2 heures. Le soir même, tu te forçais pendant 1h30, 2 heures à revoir tout ce que tu avais vu tous les jours? franchement, Enfin, c'est ça. Faut pas accumuler de retard. Comme tu l'as Mm. dit, ça va super vite en maths. Ouais. Donc vraiment, pas hésiter à reprendre le jour même. Et si on a envie de demander au prof des exercices supplémentaires, ou si vos profs vous en donnent pas, demandez à quelqu'un d'autre, demandez au deuxième année, ou même à quelqu'un qui peut vous aider, franchement. Ouais. C'est sûr, les exercices, c'est vraiment le plus important en maths, je pense. Comme on l'a dit, noter ses erreurs sur un carnet, noter les formules à connaître absolument. Parce que sans ça, ça sert strictement à rien d'avancer, de prendre des cours particuliers ou quoi que ce soit. Si vous n'avez pas les méthodes et les bases nécessaires pour avancer, ça ne sert à rien. Beaucoup de personnes en maths, nous on le voit avec tous les élèves qu'on accompagne aujourd'hui au sein de Virage Prépa, ce qu'on remarque, c'est que beaucoup d'étudiants veulent absolument faire des exercices. Donc en soi, ils peuvent y arriver s'ils les font plusieurs fois, ou il y a même des personnes qui ont fait les annales 30 fois, et forcément le jour où leur professeur leur donne le sujet, ben, ils les connaissent par cœur et ils ont une très bonne note. Donc en fait, derrière, ils ne savent pas vraiment le faire. Au final, c'est juste plutôt du par cœur. D'où l'importance vraiment, vraiment d'apprendre vos cours, même en maths, surtout par rapport aux formules. C'est vraiment indispensable si vous voulez avancer. D'ailleurs, pour ceux qui souhaitent, n'hésitez pas, on vous offre gratuitement un deck Anki réalisé par Tristan que vous pouvez retrouver sur la vidéo précédente, qui est passé de 1 à 17 en maths grâce à ce Anki là, et on vous le donne gratuitement, qui est en description juste en dessous. Maintenant, par rapport à l'ESH, donc qui était la deuxième matière avec le plus gros coefficient, comment tu as travaillé cette matière toi en tant qu'étudiant? Alors, je dirais en première année, c'était un peu brouillon. Donc, je prenais pas mal de retard au niveau du fichage, mais c'est le point commun entre les 2 années, je fichais. Mais du coup, pour revenir sur les erreurs que j'ai faites en première année concernant le SH, j'attendais 1 à 2 semaines pour ficher avant qu'il y ait une colle, avant qu'il y ait un DS, et ne faites pas ça. Vraiment, soyez réguliers. Et je me suis rendu compte de cette erreur, et c'est pour ça qu'en deuxième année, vraiment, après chaque cours, j'essayais de ficher le cours du jour, parce que à la vitesse où ça va, prendre du retard, c'est pas permis en fait. Ouais, bah ça c'est le monde de la prépa. D'où l'importance d'avoir une organisation vraiment optimale. Sinon ça va être difficile. Par rapport à l'ESH, donc toi tu conseilles vraiment de faire des fiches du coup? Franchement, faites vos fiches. Le simple fait de les faire vous-même, ça peut vous aider. Moi, je savais que mes fiches avaient un problème, c'est qu'elles n'étaient pas trop relisibles. Donc, essayez de soigner ça, franchement. Ouais. Nous, au sein du Virage Prépa, pour tous les étudiants qu'on accompagne, on donne des fiches qui sont faites directement par une professeure qui est colleuse à Paris dans une grande prépa. Donc elle fait toutes les fiches, tout ce qu'il faut en termes d'auteur, citations, accroches que vous pouvez apprendre par cœur en fonction des chapitres. Pareil pour la géopo. Donc n'hésitez pas à nous demander un exemple de fiche si vous voulez. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, pour nous, faire des fiches, c'est indispensable dans le sens où le contenu et la quantité de connaissances à savoir est énorme en ESH, en géopo, même en économie pour les ECT. S'il n'y a pas de fiches pour réviser les DS derrière, c'est très très compliqué. Beaucoup d'étudiants se perdent, etc. Donc c'est vrai que faire des fiches aujourd'hui, c'est vraiment, vraiment important. Et les gens vont peut-être se demander comment tu faisais si, imaginons, tu as maths et ESH dans la même journée, que tu revois le cours de maths et que tu fais la fiche de SH que tu as vu, comment tu arrives à jongler sur ça? Faut vraiment essayer de condenser ça, faire ça, on va dire, le plus vite possible. Moi, si j'arrivais pas à finir à temps le soir, je reprenais pour le lendemain. Je préférais faire ça et garder un rythme de vie plutôt acceptable. J'essayais de me coucher toujours à 23h pour avoir les 8 heures de sommeil. Donc ça me dérangeait pas, entre guillemets, de déplacer au lendemain et donc d'être
plus performant parce qu'en fait, la prépa, c'est vraiment sur la durée et c'est pas une soirée, entre guillemets, qui va remettre en question le résultat à la fin. Ok. C'est quoi la journée type d'un étudiant de prépa de province qui a intégré le SCP? La journée type, donc j'avais la chance d'habiter vraiment à côté de la prépa, donc je me réveillais le plus tard possible pour me préparer tout ça. Et puis, donc, on va dire les cours jusqu'à midi. Midi, ce qu'on faisait souvent, c'était, on avait 1 heure pour nous. Donc, ne pas hésiter à travailler pendant cette heure, donc soit avancer sur les devoirs, reprendre les cours. Et parfois, on pouvait s'accorder un peu du temps de loisir. Une des chances qu'on avait à notre prépa, c'était vraiment de faire du sport. Et ça aide vraiment à bien se sentir et à pas craquer, entre guillemets. Donc soit c'était pendant des cours de sport, soit on faisait carrément des matchs première année contre deuxième année le midi. Et ensuite, le soir, une fois les cours finis, moi, on a de la chance de pouvoir rester jusqu'à 20h si on voulait, jusqu'à la prépa. Donc c'est ce que je faisais souvent. Donc même quand j'avais pas de colle, ça restait jusqu'à 19-20 heures. On pouvait même manger là-bas. Okay. Donc vraiment ficher, faire les devoirs. Ouais, c'est ça. Sans être à l'internat. Donc je recommande si vous avez l'opportunité vraiment. Ok, c'est bien. Il n'y avait pas de bibliothèque à côté de... On avait la médiathèque juste à côté, enfin à 10 minutes du lycée. Et donc c'était surtout pendant les vacances qu'on faisait des sessions de révision avec 2 ou 3 camarades. Okay. Et franchement, on faisait de l'ouverture jusqu'à la fermeture à la médiathèque. Et franchement, le fait d'être en groupe, ça aide vraiment. Donc entourez-vous des bonnes personnes et faites des sessions de travail à plusieurs. Ça peut éviter de ne pas craquer, de pas prendre son téléphone, ou on reste vraiment sérieux, entre guillemets, quand on est à plusieurs, je pense. Et on passe un bon moment, en vrai. Forcément. C'est quoi ton rapport, le rapport que tu avais avec ton téléphone quand tu étais en prépa? Est-ce que tu l'utilisais beaucoup? Est-ce que tu faisais attention? Parce qu'aujourd'hui, on sait que c'est quand même un sujet assez complexe. Comment tu gérais, toi, le téléphone quand tu étais en prépa? C'est vrai que quasiment tous les étudiants peuvent penser qu'aller sur leur téléphone, ça peut leur faire perdre du temps. Et c'est le cas, honnêtement. Donc, pour éviter d'être tenté, entre guillemets, j'hésitais pas à le mettre plus loin, enfin loin de moi, mode avion et ne pas déranger, franchement. Et essayer de se mettre des pauses, entre guillemets, où là, tu t'autorisais à aller sur ton téléphone, et une fois ces pauses finies, là, tu reprenais à 100% dans ton travail. Ouais. Nous, ce qu'on conseille, c'est carrément de le mettre dans une autre pièce ou dans une armoire ou quoi que ce soit, parce que psychologiquement, le fait de se lever, d'aller ouvrir l'armoire, de le prendre, c'est différent que s'il est posé sur la table et juste faire comme ça. Donc ça, c'est vraiment un danger. Après, le téléphone, forcément, aujourd'hui, si vous arrivez à le gérer comme il se doit en tant qu'un étudiant qui doit vraiment réviser, vraiment travailler, si vous êtes rigoureux et exigeant vers vous-même, on estime que c'est largement possible. Surtout qu'aujourd'hui, il existe des réseaux qui peuvent être aussi intéressants pour vous, grâce notamment à ces vidéos qu'on tourne. Sur Instagram aussi, les médias de prépa qui donnent des conseils aussi. Donc en soi, c'est important, mais il faut savoir le gérer, parce que sinon ça peut vite dériver, et par contre après ça peut être compliqué. Et ça peut même être un outil de travail, par exemple les fiches Anki ou les Quizlet, notamment avec du vocabulaire en langue ou des formules avec des Anki, c'est vraiment pas mal. Là, ça peut être un outil de travail. Forcément. L'été entre la première et la deuxième année, comment tu l'as géré l'été Alors on va dire sur les 2 mois de vacances, je me suis donné 1 mois où je déconnectais totalement, où il fallait vraiment se reposer après cette première année de prépa, et on va dire 1 mois où ça reprenait tranquillement, parce que le but c'est vraiment d'arriver à 100% à la rentrée, pas être fatigué. Et donc ça reprenait, j'ai repris un petit peu 2-3 devoirs que j'avais fait, que j'avais pas très bien réussi d'ailleurs. Et donc vraiment reprendre ces différentes erreurs, pas forcément en maths, langue et même toutes les matières finalement. Okay. Donc j'ai pas voulu prendre d'avance entre guillemets pendant les vacances,
mais c'était surtout consolider les bases qu'on avait en première année. Ok. Donc vraiment consolider les bases et revoir surtout si tu avais des lacunes C'est ça. dans n'importe quelle matière. Donc toi, tu conseilles vraiment de mois de juillet rien faire et mois d'août travailler mais crescendo quoi. C'est ça. Ok. Pour arriver à 100%, mais en même temps être prêt et ne pas avoir tout oublié avec les vacances, quoi. Ouais, ok. Et revenons rapidement sur la première année. Pendant les vacances, tu faisais quoi? Comment tu t'organisais? Vacances d'octobre, décembre, février? Qu'est-ce que tu faisais à ce moment-là? Souvent, on faisait... on avait déjà les différents DM dans quasiment toutes les matières que j'essayais de faire la première semaine. Et Ok. ensuite, du travail, on va dire, supplémentaire. Donc, j'hésitais pas à aller voir avec les professeurs, leur demander deux, trois sujets qui étaient, on va dire, accessibles en première année, parce qu'on n'a pas encore tout l'ensemble du programme. Mais ne pas hésiter à demander plus de travail pendant les vacances. Ok. Euh, donc ça, tu le faisais avec des amis à toi? Vous étiez plusieurs à demander des sujets supplémentaires ou tout le monde faisait ça ou quand même pas? C'était surtout en deuxième année, on était, on va dire, 4-5 à demander des sujets, en fait. Ok, parce que vous étiez une classe petite, c'est ça? On était 15 dans la promotion, donc on faisait un groupe de 3-4 pour la médiathèque ou même pour faire des sujets supplémentaires. Ok. Donc vraiment une petite promo C'est ça. qui, comme tu le disais tout à l'heure, n'avait pas intégré de top 3 depuis plusieurs années. Il y a eu 2 admissibles top 5 avec donc toi et un autre, c'est ça? C'est ça. Qui a décidé de cuber donc parce qu'il n'a pas eu ce qu'il voulait. Ok. Bon ben félicitations par rapport à Merci. ça. Tes professeurs, ils ont réagi comment? À la base, comme tu l'avais dit, je visais principalement EDEC et EM Lyon. Et au départ, je m'étais dit dans la tête que ça ne sert à rien de s'inscrire pour le top 3. Et finalement, après 2-3 échanges avec mes professeurs, ils m'ont quand même convaincu de passer le top 3. Je me suis juste inscrit à l'ESCP, pas à HEC et l'ESSEC, donc je connais toujours pas mon rang. Tu penses que tu aurais pu Non, des performances ou non? j'ai quand même regardé, par curiosité, une fois qu'on avait les notes, j'aurais pas été admissible à HEC de peu, mais et pareil pour l'ESSEC. Bon ben pas de regret. Pas de regret, effectivement. Ça, c'est très important hein, pour tous les étudiants qui sont en prépa, qui nous regardent. Vraiment, n'hésitez pas à vous inscrire à toutes les écoles. Forcément, derrière, ça coûte de l'argent aussi. C'est différent si t'es boursier ou pas boursier. Mais encore une fois, vous ne savez pas comment ça peut se passer le jour J. C'est 4 heures. Tout peut changer. Vous pouvez avoir un coup de chance ou même l'inverse, hein, forcément aussi. Mais voilà, vraiment, si vous le pouvez, n'hésitez pas à vous inscrire à toutes les écoles. Pour ceux qui ont des ambitions hautes, top 5, top 6 ou même top 10 en général. Mais voilà, je pense que tu es d'accord sur ce conseil-là. Il ne faut vraiment pas s'auto-censurer et je remercie mes profs de m'avoir dit de passer le SCP parce que le jour des résultats d'admissibilité, par exemple à 15h50, je vois que je ne suis pas admissible à l'EDEC. Donc douche froide un petit peu. Et 10 minutes plus tard, sans espoir, je vais quand même sur le site de l'SCP et là je vois que je suis admissible. Et pour être totalement honnête, je ne m'y attendais pas. Parce que pour moi, les épreuves de maths, c'était pas très bien passé. Et finalement, j'ai pu limiter la casse et tant mieux. Ouais. Toi, de ton côté, tu as performé surtout dans les matières plutôt philosophie, culture générale. Tu peux dire tes notes par rapport à ça? Enfin, par rapport à toutes les... Et je suis un peu à l'ESCP grâce à la dissertation de culture générale où j'ai eu 20. Et la synthèse où j'ai eu 18. Donc je pense que c'est vraiment ces 2 matières qui m'ont aidé. Dans l'ensemble, j'ai eu des notes plutôt correctes, mais j'ai pas eu de mauvaises notes. Ma pire note, ça devait être un 10 en maths 2. Et l'ensemble était plutôt homogène, donc ça a tourné autour des 13-14 dans le reste des matières, à part, comme je l'ai dit, philo et synthèse. Ok. Non, mais bravo, parce que en général, c'est pas des matières qui sont faciles et qui sont souvent réussies avec des excellentes notes comme ça. Je pense que ça va intéresser plus d'un aujourd'hui qui regarde cet épisode. C'est quoi les conseils que tu aurais pour quelqu'un qui n'est pas performant dans ces 2 matières-là, ce qui est souvent le cas en général? Quel conseil tu leur donnerais pour réussir son épreuve de philosophie, culture générale?
Je pense déjà que l'introduction, c'est primordial dans ces matières. Vos profs vous l'ont sûrement dit, et à juste titre, parce que ça va compter pour une bonne partie de votre note, et inconsciemment, le correcteur va avoir un a priori avec votre introduction. Donc n'hésitez pas à la soigner, de faire le tour de votre sujet pendant cette intro. Et aussi pour les deux matières, donc dissertation et synthèse, soyez simple, écrivez simplement, franchement. Et Est-ce que tu étais performant en philosophie, en culture générale, en prépa, ou tu as été étonné un peu quand même de la note? je m'attendais vraiment pas à 20. Et pour le coup, en philosophie, j'ai jamais dépassé 14 en prépa. Et pareil, j'ai peut-être dû avoir 15 en synthèse, mais on voit souvent ces matières comme des matières aléatoires. Et donc je pense que pour réduire un petit peu le facteur chance dans ces matières, il faut vraiment bosser à fond sa méthodologie. Et, et du coup, pour revenir sur la dissertation, vraiment maîtriser quelques références. Vous n'êtes pas obligé d'en connaître 150, mais ces références... Les correcteurs n'aiment pas mettre trop d'auteurs, etc. Il faut vraiment en avoir quelques-unes que vous connaissez sur le bout des doigts, et normalement ça devrait à peu près bien se passer. Je vous le souhaite en tout cas. Ok, merci. Merci pour ces conseils pour ces deux matières qui sont la philosophie et la culture générale, qui, comme je le disais, sont en général assez dures pour les élèves. En ESH, tu avais eu combien? J'ai eu 14 à l'ESCP et 10 à HEC, et écrit comme je crois 15. Ok, donc tu as quand même eu 14 en ESH, ce qui est plutôt une note correcte forcément. Comment tu révisais avant les concours l'ESH? Comment tu as fait, entre guillemets, pour décrocher cette bonne note? Alors je pense qu'en plus du fichage de cours, il y a aussi fichage des sujets qui peut être intéressant. Moi j'ai repris un corrigé la veille de l'épreuve, et il s'avère que le sujet était vraiment similaire. Donc n'hésitez pas à reprendre vos différents devoirs et à afficher ne serait-ce que le plan qui peut vous donner 2-3 idées, que ce soit au niveau des références et même des grands axes que vous suivrez pendant le devoir. Donc, nous, ce qu'on fait en général avec nos étudiants, c'est qu'on fait le maximum de calls sur le maximum de sujets, donc entre nos élèves et avec nos professeurs forcément, donc qui sont, pour rappel, calleurs dans les plus grands lycées parisiens. Les calls, c'est, on va dire, la discipline qui permet le plus de progresser selon nous. Au plus tu t'entraînes sur des sujets, au plus derrière tu progresses, au plus tu as des idées de plans. Nous, tous les concours blancs qu'on donne à nos étudiants, derrière ils sont corrigés par nos professeurs. On leur donne le plan qu'ils auraient dû faire pour avoir la meilleure note. Ils sont corrigés individuellement. Est-ce que toi tu es d'accord avec ça? Est-ce que tu faisais beaucoup de calls, enfin de format de call, ou tu apprenais tout ton cours comme ça? On avait déjà l'école qui était avec les profs, et j'hésitais pas à relire un petit peu les plans que j'avais fait, et si le plan que j'avais proposé était pas correct entre guillemets, ou s'il pouvait être amélioré, j'hésitais pas à reprendre et ensuite à aller voir le prof, lui demander ce qu'il pensait de ce nouveau plan quelques jours après avoir passé la colle. Ok, donc tu t'entraînais quand même un maximum avec tes profs en leur demandant énormément de conseils. C'est ça. Donc comme quoi, hein, même si on peut penser le contraire, les professeurs sont disponibles pour les étudiants. Une promo de 15, forcément, c'est pas... C'est ça. C'était vraiment des cours particuliers pendant 2 ans. Ouais, c'est pas une promo de 40, 50 comme ça peut arriver souvent dans les différents lycées. Mais bon, en tout cas, tu as eu de la chance d'avoir accès à ça, et c'est aussi l'avantage, entre guillemets, des prépas de province qui sont moins renommés. Du coup, merci pour ces conseils également en ESH. Beaucoup de personnes nous regardent aussi aujourd'hui, sont soit au lycée, sont soit en prépa, soit aussi en école de commerce forcément. Toi qui as intégré le SCP, donc qui est la 3e meilleure école en France aujourd'hui, qu'est-ce que tu en penses? Évidemment, tu as été surpris d'intégrer cette école-là. Comment ça se passe à l'ESCP quand tu es arrivé, étant donné que tu es en L3? En tout cas, on s'intègre assez vite. Et même si on pourrait penser qu'il y a des groupes déjà un peu
un peu sectaires qui sont déjà qui sont déjà faits entre de grosses prépas. On se fait vite des amis, on va vite voir les gens et franchement c'est ça qui est cool en école de commerce en fait. C'est que on est 400 dans la promo et même si tu connais pas tout le monde, tu connais assez vite, tu te fais très rapidement des amis et franchement sur ce plan-là c'est vraiment sympa. En plus actuellement avec les associations. T'as une idée toi de ce que tu veux intégrer comme asso ou... Pas encore, on verra bien dans les prochaines semaines, honnêtement. Ok. Est-ce qu'il y a des domaines qui te plaisent plus que d'autres Il y a quelques assos professionnels, mais aussi plus, on va dire, qui se veulent moins sérieuses. Vraiment, tu as tous les types d'assos et normalement, on peut trouver l'asso qui nous convient. Ok. Est-ce que toi, tu as été... bon, je suppose que non, vu des résultats que tu as eu, mais est-ce que tu as été dégoûté de la prépa, du travail, et maintenant tu as vraiment envie de t'amuser ou la prépa, c'était vraiment une bonne expérience pour toi et si c'était à refaire, tu le referais? Franchement, c'était deux très bonnes années. Comme j'ai dit, je pense que l'avantage d'être dans une petite prépa, c'est vraiment on a un certain bien-être. Et par exemple, en deuxième année, j'ai pu continuer le sport, ce qui n'est pas le cas de toutes les prépas. Et franchement, que même les cours en eux-mêmes, c'était plutôt intéressant et on se sentait vraiment stimulé. Okay. Et puis, alors qu'on pourrait penser que le contraire, franchement, j'ai pas un si mauvais souvenir que ça des concours. Peut-être parce qu'ils sont bien passés, mais le fait d'avoir été en colocation avec 2-3 camarades, c'était vraiment... T'étais en colocation C'est ça, donc pendant les 10 jours de concours, on avait loué un appartement. Et donc c'était une bonne expérience, franchement. Ok. C'était quoi tes impressions à l'approche des concours comment tu t'es senti? Forcément un peu stress parce qu'on se dit que les 2 ans se jouent sur 2 semaines et on a forcément peur parce que pour ma part j'avais des bons résultats et justement que ces bons résultats pendant les 2 ans n'avaient servi à rien. Donc on va dire pour être sûr de ne pas avoir d'accident au concours, il faut vraiment tout reprendre ce qu'on a vu pendant les 2 années et ce qui était bien, c'est qu'on avait des sessions de révision qui étaient organisées par les professeurs. Donc, on faisait des sujets en classe et c'était vraiment l'occasion de voir un peu l'exigence des concours, même si ce n'était pas seulement pendant les 2-3 dernières semaines avant les concours. Ok. Donc, tes professeurs organisaient des séances de révision avec toute la classe. J'étais 15 encore une fois, donc... c'est assez facile pour ça. Est-ce que toi, tu conseilles aujourd'hui, en tant qu'étudiant de prépa, de faire des annales ou pas? Oui, mais ça dépend à quel moment. Par exemple, quand on entre en deuxième année, je suis pas sûr que, par exemple, des sujets de maths parisienne soient forcément adaptés. Je pense qu'il faut monter crescendo, commencer par des épreuves, on va dire, avec des questions plutôt classiques. Et ensuite, à partir de janvier, avant vos concours, peut-être se lancer dans les maths parisiennes. Ok. Donc pour toi, il y a vraiment des périodes... C'est ça. Le mieux, ça serait par exemple de commencer avec les annales, on va dire, plus faciles. Donc écrit com et au fur et à mesure passer à EM Lyon et DEC. Et au dernier moment, plus s'attacher aux maths parisiennes qui sont très compliquées, effectivement. Ouais. Toi, ça s'était pas très bien passé Et franchement, j'ai peut-être dû faire un quart du sujet, honnêtement, parce que il y a rien de classique et il y a très peu de questions que tu peux trouver faciles quand tu es face à la copie. Je me rappelle, à côté de moi, il y avait littéralement quelqu'un qui était en train de pleurer devant le sujet, donc c'était vraiment pas... j'avais un très mauvais sentiment par rapport à ça, mais au final, je m'en sors avec un double 10, ce qui n'est pas éliminatoire et du coup... Ça va. C'est plutôt content au vu de ce que tu as fait. Au vu du peu de ce que j'avais fait, c'est ça. Donc vraiment, il ne faut pas se fier aux sentiments qu'on a en sortant d'une épreuve. Par exemple, les maths des Parisiennes, je ne pensais pas que j'avais limité la casse. Est-ce que tu as vraiment été préparé aux maths parisiennes dans ton lycée ou pas?
Alors, un petit peu, mais c'était pareil, optionnel, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on n'avait que 1 heure de cours optionnel qui était mise en place par le professeur, où on faisait des sujets spécialement top 3. Et c'est sûr que 1 heure, c'est bien, mais c'est peut-être pas suffisant quand, par exemple, un sujet, pour le finir, il faut plus que 4 heures, honnêtement. Ouais, de toute façon, même les professeurs disent que c'est plus de 4 heures un sujet. Et c'est pour ça que d'ailleurs, comme tu l'as dit, tu as fait un quart du sujet, tu as eu 10. En prépa, c'est pas parce que vous faites enfin, vous pouvez avoir 18, 19, même en faisant la moitié du sujet, les 3 quarts. À partir du moment où vous faites juste, vous pouvez avoir une très très bonne note. Donc ne vous fiez pas vraiment à ça et essayez de faire le maximum forcément aussi. Mais voilà, c'est pas rédhibitoire, on va dire. Ok, tu parlais tout à l'heure du sport, du sommeil. J'aimerais qu'on en parle aujourd'hui parce que c'est vrai qu'on en parle rarement et c'est un sujet quand même assez intéressant pour tous les étudiants qui sont en prépa. Forcément, la charge mentale, c'est dur, surtout l'hiver. On arrive on est en octobre, hein. On va arriver en hiver bientôt. C'est un peu pour les premières années, c'est la première phase où ça va leur faire bizarre, forcément. La deuxième année, bon, ils connaissent, mais bon, c'est quand même assez dur aussi. Toi, c'est quoi le rapport que tu as déjà par rapport au sport? Tu disais au début là que tu en faisais. Voilà, c'est quoi ta relation avec le sport en tant qu'étudiant de prépa? Et on va dire pendant les 2 années de prépa, il y avait déjà des créneaux de 2 heures qui étaient organisés par la prépa. Et ça, c'est vraiment une chance qu'on a eue, parce que ça rapproche entre étudiants. Et en plus de ça, ça permet de se défouler juste avant. En première année, nos DS étaient le samedi, juste avant le DS. Ok. Et ça permettait vraiment de se vider la tête. Et ça nous faisait du bien, tout simplement. Et c'était plus en deuxième année, mais souvent le week-end, j'allais au sport. Et c'était pareil, dans la même idée. Tu faisais quoi comme sport? Je faisais du badminton. Et donc, vraiment, tu transpires un bon coup et tu te sens prêt pour reprendre le travail, entre guillemets. Les DS, c'était le samedi matin ou... Alors, ça a changé. La première année, c'était le samedi. Et ensuite, en deuxième année, c'est passé le mercredi après-midi. Donc, ça nous laissait 2 jours de week-end. Et c'était pour ça que j'avais plus l'occasion de faire du sport. Ouais, ok. Et maintenant, par rapport au sommeil, tu disais que tu te forçais à te coucher à 23h tous les soirs pour dormir, on va dire, 8 heures. C'est quoi, pourquoi tu as pris cette décision-là? Est-ce que tu as vraiment réussi à t'y tenir? Comment tu perçois l'importance du sommeil en prépa? Parce que je sentais qu'après 23 heures, dans tous les cas, j'étais pas efficace. Et je me suis dit que il vaut mieux travailler peu, entre guillemets, mais de façon efficace, que mettre 3 heures en l'étant pas, tout simplement. Donc, faut vraiment se dire qu'à un certain moment, votre cerveau il va avoir beaucoup plus de mal à enregistrer l'information. Donc, c'est pour ça j'essayais de garder entre 7 et 8 heures de sommeil, et même pendant les concours, alors qu'on est toujours tenté de regarder une dernière fois son cours. Il faut vraiment se dire que le sommeil, ça va faire la différence sur la durée aussi. Sur la durée. Tu parlais de l'importance de prendre conscience que la prépa, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Est-ce que quand tu arrives en prépa, ça tu le savais directement? Est-ce que tu t'étais vraiment renseigné sur comment travailler, comment t'organiser? Ou t'es vraiment arrivé comme ça et t'as découvert au fur et à mesure qu'en fait il fallait pas aller trop vite, mais plutôt faire les choses bien et au fur et à mesure, quoi. Franchement, on va dire, je me suis laissé guider, et on a de la chance d'avoir un certain tutorat avec les deuxièmes années de l'époque, qui nous disait de vraiment garder un bon rythme de sommeil, et même les professeurs nous avaient préparé à ça, et vraiment nous dire qu'il faut garder une hygiène de vie correcte. C'est pas parce qu'on est en prépa qu'on peut s'arrêter. Ouais. Pour rappel, aujourd'hui, tous les élèves que l'on a au sein de Virage Prépa ont accès à 8 heures de cours par mois de la matière de leur choix.
donc 2 heures par semaine. Également accès à des fiches donc, de SH ou géopolitique ou économie pour les ECT. Également accès à un mentor, et ça rejoint un peu ce que tu dis, c'est qu'aujourd'hui avoir accès à un mentor dès la première année qui va te dire comment t'organiser, comment travailler, comment s'organiser les vacances, le week-end pour être toujours au top et réussir sa prépa, c'est vraiment vraiment fondamental. Donc si vous avez l'occasion d'avoir accès à ça, faites-le, ou sinon envoyez-nous un message sur Instagram directement sous le nom de Virage Prépa ou en dessous de cette vidéo, et on vous aidera avec plaisir. Ok, donc important d'avoir accès à un mentor entre guillemets qui te guide un peu pour rapidement savoir où tu es. Tu m'as dit donc que tu t'es pas trop renseigné, tu t'es laissé guider. Bon, forcément au début tu as été un peu surpris, comme tu le disais, malgré le fait d'avoir des bonnes notes. Est-ce que au fur et à mesure de l'année, comme tu disais, hein, tu as toujours visé un peu EDEC, EM. En deuxième année, est-ce que il y a un moment où tu t'es dit pourquoi pas le top 3, ou c'était vraiment, vraiment rédhibitoire pour toi et c'est vraiment tes professeurs qui t'ont convaincu de ça? C'était pas rédhibitoire, mais c'est vrai que inconsciemment, on se dit je viens d'une prépa de province, ça va être plus compliqué. Et quand on sait qu'il n'y a pas beaucoup d'élèves qui ont accès aux écoles parisiennes, on est tenté de s'auto-censurer et on va dire de s'interdire de viser de telles écoles. Et je pense que heureusement que les professeurs étaient là pour nous remonter et nous dire que c'est au pire on aura tenté. Donc faut vraiment pas avoir peur, et c'est juste, ça change une épreuve, quoi. Ok, ouais. Est-ce que maintenant tu aurais des conseils pour ceux qui sont dans des prépas un peu comme toi de province, qui n'ont pas vraiment accès à une préparation pour le top 3, bien que bon, en l'occurrence dans ta prépa tu as été quand même aidé par le professeur qui proposait des séances quasiment individuelles. Est-ce que tu aurais des conseils vraiment pour ceux qui sont dans cette situation-là, qui n'ont pas vraiment accès à une préparation top 3? Est-ce que tu aurais des conseils à leur donner matière par matière pour vraiment se démarquer et décrocher cette place dans le fameux top 3 qui est assez symbolique? Alors je pense que d'une manière générale, quand on est dans une prépa de province, on ne peut pas vraiment se contenter de ce qu'on voit en cours. Et il faut toujours se dire, toujours viser plus haut et toujours vouloir en faire plus que les autres. Donc c'est pour ça qu'on demandait des cours, que ce soit aux profs ou même aux deuxième année, pour savoir un petit peu où est-ce qu'on en était. Et donc si on peut revenir matière par matière, donc comme je dis tout à l'heure, au niveau des maths, vraiment pas hésiter à afficher que ce soit son cours, ses exercices et même ses erreurs. Pour la culture générale, il faut vraiment avoir 2-3 références qui sont maîtrisées par cœur et les avoir, on va dire, de façon variée. C'est bien d'avoir des philosophes, mais il faut aussi avoir des références, on va dire, originales, avec des romans, tout ça. Et je pense que c'est ça qui a fait la différence le jour J. Ok. Et pour revenir sur les langues, c'est... Même si ça m'a un petit peu choqué en début de première année, au final, ça s'est avéré être un point fort. Au final, j'ai eu des notes plutôt correctes le jour du concours. Et donc... Comment tu travailles les langues, toi? Pour travailler les langues, je pense qu'il faut faire des traductions. Donc, pas hésiter à prendre des sujets et les faire corriger. Parce que c'était l'occasion de vraiment s'entraîner. Et une fois qu'on avait cette correction, il fallait reprendre les différentes erreurs qu'on avait faites pour ces traductions, en fait. Ok, ça marche. Toi, aujourd'hui, c'est quoi ton rapport avec les cours particuliers? Voilà, nous, forcément, aujourd'hui, on aide les étudiants à intégrer le top 5. 92% de réussite l'année dernière, en 2024. Grâce à nos professeurs qui sont, pour rappel, d'anciens étudiants passés par un top 3 il y a quelques années et aujourd'hui colleurs dans les plus grands lycées parisiens. Toi, aujourd'hui, est-ce que tu y vois un réel intérêt, les cours particuliers? Si oui, dans quelle situation, etc. Je pense que ça peut être l'opportunité déjà de faire plus que les autres avec les cours particuliers et d'avoir une autre vision. Parce que par exemple, quand on est dans une prépa comme la mienne, on n'a peut-être pas toujours
les mêmes exigences que pour les meilleures écoles. Et donc, les cours particuliers, oui, ça peut être une opportunité d'être confronté à ces exigences avant de passer les concours. Ok. Pour revenir sur le tour des oraux, comment tu t'es préparé ceux du top 5, top 6? Tu as passé quelle école J'ai passé Neoma, ensuite Schema, EM, ESCP. Ok. Et comment tu t'étais préparé à ces oraux-là? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'étais pas sûr d'avoir le SCP. Mais dans le doute, j'ai quand même révisé l'ESH parce qu'il faut savoir qu'à l'ESCP, vous aurez une épreuve dans votre spécialité. Donc si vous êtes en Mata Pro, vous aurez des maths. Et sinon, si vous êtes en appli, vous aurez soit ESH, soit Géopo selon votre spécialité. Et donc, j'ai révisé dans le doute. Et ça m'a quand même aidé parce que en 2 semaines entre les résultats d'admissibilité et le jour où on passe les oraux, il faut quand même être prêt. Et ensuite, j'ai fait des différents entretiens donc avec d'autres élèves qui étaient en première année. Okay. Et même avec des profs qui nous mettaient en conditions réelles. Okay. Et donc, c'est important de ne pas se relâcher et de se dire qu'on a fait seulement la moitié du travail entre les écrits et les oraux. C'est des épreuves à part entière. Et je parle en connaissance de cause parce que je dirais pas raté, mais j'ai failli passer à côté de l'ESCP à cause de ces épreuves des oraux. Ouais, pourquoi parce que tu as manqué de préparation? Probablement. Et parce que on n'est jamais vraiment confronté à l'exigence du top 3 avant d'y être pour de vrai. Et ça dépend du lycée, mais... c'est ça. Et pour ma part, en tout cas, j'étais pas vraiment confronté à cette exigence. Et j'ai pas eu de très très bonnes notes dans toutes les épreuves. Par exemple, j'ai eu un 5 en espagnol, alors que 2-3 jours avant, j'ai eu un 18-19. Donc ça montre qu'il y a vraiment un écart de niveau parce qu'on est noté en fonction des autres en fait. Ouais, tu es en concurrence avec les meilleurs étudiants de France. Il y en a même qui passent les concours qui sont au Maroc, dans les dom-tom également. Donc la concurrence est quand même assez rude et c'est sûr que pour se démarquer, vous devez faire le nécessaire. Voilà, c'est 2 ans de votre vie, même pas 2 ans, qui derrière déterminent, on va dire, les 20-30 prochaines années. Donc décrocher un top 3, top 5, aujourd'hui en tant qu'étudiant de prépa, c'est vraiment, vraiment important. Même top 6, où il y a d'autres écoles aussi qui sont bien, hein, mais forcément que aujourd'hui, le top 5, 6, avec les autres écoles, il y a quand même un gap. Au niveau des statistiques, c'est prouvé hein, en termes de salaire, etc. Bon, la différence est clairement visible entre top 3 et top 10. Là, il y a une différence énorme. Après, bon, les écoles du top 5, ça se vaut quand même, à part HEC qui est quand même un peu au-dessus. Mais bon. En tout cas, voilà. Félicitations, Evan, pour ton intégration. Est-ce que tu aurais un dernier mot à dire voilà, pour les étudiants qui nous regardent aujourd'hui ou est-ce qu'on peut terminer sur ça? Non, pour finir, je vous dis que d'où que vous veniez, que vous venez d'une top prépa ou d'une prépa avec des résultats un peu moins bien, il ne faut pas s'auto-censurer et vous n'avez pas de limite, si ce n'est le travail que vous mettez. Et donc, profitez de ces 2 ans de prépa. C'est quand même 2 très bonnes années. Et puis, faites en sorte de n'avoir aucun regret à l'issue de ces 2 années. Ok. Et du coup, bonne expérience quand même à l'ESCP. Content bonne expérience, effectivement, et c'est que le début. Ok, super. Écoute, merci Evan. C'était Evan et Valentin pour Virage Prépa. Le 20e épisode déjà. N'hésitez pas à regarder les vidéos précédentes et également à nous envoyer un message si vous avez des questions. Ciao.